Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Faire des topos sur l'endurance fondamentale ou les différentes zones physiologiques n'était pas la vocation de Born. Mais tout autour de moi, lorsque les gens parlent d'endurance fondamentale, je réalise qu'ils n'ont pas la même définition que moi ou que les physiologistes à qui j'ai eu affaire. Que ce soit les coureurs que je coach, mes coéquipiers, mais aussi et surtout les influenceurs running sur les réseaux sociaux, tous ont une notion assez floue de ce qu'on voit pourtant le plus souvent en titre des activités Strava, l'acronyme EF. L'EF, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un influenceur running s'adresser à sa communauté avec autorité et avec un aplomb qui appelle le respect. Non, vous n'êtes pas en EF lorsque vous courez à 5,30 au kilo, disait-il, sous-entendant qu'il fallait courir bien moins vite que ça. Je lui ai gentiment écrit pour lui dire, preuve scientifique à l'appui, que beaucoup de coureurs ne sont plus en EF à 5,30 mais en footing de récupération active, en zone 1. Contrairement à ce qu'il pensait, 5,30 au kilo est trop lent pour développer les adaptations physiologiques propres à l'entraînement en endurance fondamentale. Dans cet épisode, je m'appuie sur ma casquette de scientifique, celle de kiné du sport et de coach en course à pied, pour vous expliquer simplement mais de manière précise ce qu'est la zone physiologique appelée endurance fondamentale et quelle est l'erreur qui fait que beaucoup ne sont pas en EF lorsqu'ils pensent faire de l'EF. Parce que si le tempo est quelque chose qui n'est pas défini scientifiquement et que chacun utilise comme bon lui semble, même si on est tous plus ou moins d'accord qu'il s'agit d'une allure qui se situe quelque part entre les deux seuils, l'endurance fondamentale, elle, correspond à une fenêtre physiologique précise. D'ailleurs, moi je n'utilise pas beaucoup le mot tempo car dans mon esprit, il correspond à une allure autour du seuil bas, alors que je sais que pour d'autres, c'est une allure proche du SV2. Mais l'endurance fondamentale, elle, correspond bien à une zone physiologique bien définie. Et si pour courir vite et longtemps, l'endurance est fondamentale, pour comprendre de quoi on parle, la sémantique l'est tout autant. En introduction, que peut-on dire ? En course à pied, l'endurance fondamentale occupe une place centrale dans le développement des qualités aérobies. Pourtant, elle rime beaucoup avec blabla run et est trop souvent réduite à une simple allure lente, trop lente même. Et cette approximation masque sa véritable nature physiologique. Dans cet épisode, nous allons analyser l'endurance fondamentale sous 3 angles complémentaires. 1. Sa définition physiologique précise. 2. Les mécanismes d'adaptation qu'elle induit. Et 3. Sa place dans le modèle actuel à 5 zones. Alors en 1. Quelle est la définition physiologique de l'endurance fondamentale ? D'un point de vue biomécanique et métabolique, l'endurance fondamentale correspond à une intensité d'effort située en dessous du premier seuil ventilatoire, le SV1. Lorsqu'on réalise un test VO2 en laboratoire, on observe 2 transitions majeures, c'est ce qu'on appelle les seuils. Le SV1 ou premier seuil ventilatoire, qui correspond au point où la ventilation commence à augmenter de manière disproportionnée par rapport à la consommation d'oxygène. Il correspond approximativement au moment où la concentration sanguine de lactate commence à s'élever. En pratique, lorsqu'on n'a pas fait de test en labo individualisé, on prend comme chiffre très approximatif de référence le chiffre standard de 2 mmol par litre de sang. Le SV2, ou deuxième seuil ventilatoire, marque le moment où la ventilation augmente très fortement, ce qui traduit une sollicitation accrue du métabolisme anaérobie et une accumulation significative de lactate dans le sang par incapacité de le resynthétiser en temps réel. La valeur de référence à prendre avec des pincettes, encore une fois, est de 4 mmol par litre de sang. L'endurance fondamentale ou EF est la zone physiologique qui se situe directement en dessous du SV1. Mais sur un modèle à 5 zones, il existe une zone d'intensité encore plus faible, la zone 1,
appelées zones de récupération active. Et donc, l'endurance fondamentale ou zone 2 se situant strictement sous le SV1, cela signifie concrètement que la production et la synthèse du lactate sont en équilibre, qu'il n'y a pas de dérive lactique au fil de l'effort et que le coût métabolique reste stable dans le temps. En fait, pour être précis, l'endurance fondamentale est l'intensité maximale à laquelle un individu peut maintenir un effort prolongé tout en restant sous le SV1. Donc pas du tout la vitesse la plus lente possible, contrairement à ce que beaucoup croient. L'endurance fondamentale est l'intensité maximale à laquelle un individu peut maintenir un effort prolongé tout en restant sous le SV1. Comme il y a une prédominance du métabolisme aérobie et peu de production de lactate, c'est un effort qui peut se tenir très longtemps. Mais le but de cet effort étant de repousser le SV1, il faut pour cela s'en rapprocher le plus possible, et donc ne pas courir à une intensité trop éloignée du premier seuil, et donc trop lentement. Et les allures peuvent paraître rapides chez les gens entraînés. Jimmy Gressier doit avoir un SV1 autour de 3,20 au kilo, même sûrement moins quand il est en forme, peut-être 3,15. Ça signifie qu'à 3,25 au kilo, il est en endurance fondamentale et que s'il voulait, il pourrait téléphoner à son banquier ou à sa copine pendant 2 heures en courant à cette allure. Moi, mon SV1 est autour de 3,55, donc à 4 au kilo, je suis en EF. Et c'est confirmé en pratique car je sais que mon SV1 commence à 142 pulses à peu près. Et quand en prépa marathon, je fais généralement 75 minutes d'endurance fondamentale, souvent les mercredis, je tape en moyenne entre 133 et 135 pulses, en courant sans trop regarder la montre, mais ça fait du 4,05, 4,10 sur un terrain pas parfaitement plat, parce que généralement, ça fait plus de 18 km en 1h15. Donc, je suis dans la bonne zone, je suis en endurance fondamentale à environ 4 au kilo. Et les sorties d'endurance fondamentale sont d'ailleurs les seules sorties, excepté quand je suis en retour de blessure où je regarde le cardio en direct. Car l'allure parfois ne veut pas dire grand-chose si on court en chemin ou en terrain vallonné. Et dès que j'approche les 140 pulses, je sais que je ne dois pas monter plus haut pour ne pas basculer au-delà du seuil 1. Mais j'essaie quand même de ne pas être trop bas non plus en cardio pour rester dans cette bonne zone. Je me souviens qu'un coéquipier m'avait fait la remarque parce qu'il avait vu une fois que j'avais couru 1h15 à 4,10 en endurance fondamentale. Il m'avait envoyé tout un article de Running Addict sur l'endurance fondamentale, disant bien qu'il fallait courir entre 65 et 75% de la fréquence cardiaque max. Et je lui avais dit qu'effectivement, j'étais à 132 BPM de moyenne et que ça correspondait bien à 71% de ma fréquence cardiaque max de mémoire à l'époque. Donc j'étais parfaitement dans la bonne zone. Il était un peu resté con et m'avait dit « Ah oui, effectivement, c'est moi qui cours trop lentement en fait ». Et il avait compris à ce moment-là qu'il ne fallait pas courir trop lentement et qu'il fallait quand même être actif. Je profite de cet épisode pour vous annoncer que Born Podcast s'associe à Reset. Reset ou RZT est une entreprise française au service de la performance et de la récupération. Reset propose un lecteur de lactate précis, rapide et conçu pour un usage sur le terrain, ainsi qu'une huile de massage ultra dosée en e-gel. Des produits pensés pour la perf. Avec le code BORN10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Rendez-vous pour cela sur rzt-sport.com. Donc quand on parle d'endurance fondamentale, on voit que ça peut être rapide chez certains. Et il ne faut pas confondre avec un footing de récupération active. L'endurance fondamentale a un réel effet physiologique qui est de repousser le SV1. Et donc il doit être un minimum calibré. Et l'entraînement en EF doit bien être distingué des footings lents de récupération active. Car c'est précisément là qu'il y a une confusion entre les termes. Sinon, Jimmy Gressier courrait entre 3,25 et 3,30 à chaque fois qu'il verrait écrit footing sur son plan. Et moi, c'est pareil, mais je ne cours pas à 4 au kill à chaque fois que je vois écrit footing sur mon plan. D'où l'importance de bien définir les choses. Footing ne veut pas dire EF, du moins pas pour tout le monde. Si on veut faire simple, bien que la simplification induit parfois en erreur, un footing lent correspond à un footing de récupération active. Ça correspond à la zone 1 de fréquence cardiaque. Et l'endurance fondamentale, la zone 2, peut être vue plutôt comme un footing assez actif. Après, au-delà commence la zone 3 et le SV1, où là, on est entre les seuils. On est au-delà de l'endurance fondamentale. Mais comme je disais, chez certains coureurs bien entraînés, l'endurance fondamentale peut correspondre à une allure rapide. Et lorsqu'on court trop lentement, on est en deçà de l'endurance fondamentale, sous la zone 2, et donc on ne va pas enclencher les adaptations physiologiques voulues. Quelles sont justement les adaptations induites par l'entraînement en endurance fondamentale ?
L'intérêt principal de l'EF ne réside pas dans l'intensité elle-même, mais dans les adaptations répétées qu'elle provoque. L'EF est un moyen de décaler son seuil ventilatoire vers la droite, pas une fin en soi. Il n'existe pas de record du monde de la plus haute endurance fondamentale. À part pour se la raconter au repas de famille, on s'en fout du chiffre. L'entraînement en endurance fondamentale crée des adaptations physiologiques en favorisant, au niveau musculaire, la biogénèse mitochondriale. Les mitochondries, c'est des centrales énergétiques présentes dans les cellules, avec augmentation du nombre et de la taille des mitochondries, et donc une augmentation de la capacité oxydative des fibres musculaires. L'endurance fondamentale développe aussi la capillarisation musculaire par une densification du réseau capillaire autour des fibres musculaires, ce qui permet un meilleur apport en oxygène et en nutriments aux muscles et une meilleure évacuation des déchets métaboliques. L'entraînement en endurance fondamentale augmente aussi l'activité enzymatique dans le métabolisme aérobie. Pour faire simple, au niveau musculaire, l'entraînement en endurance fondamentale augmente l'efficience énergétique et permet ainsi à puissance égale de moins solliciter le métabolisme anaérobie. À une vitesse donnée, les muscles sont plus efficients. C'est ce qu'il faut retenir. Au niveau cardio-respiratoire et cardiovasculaire, l'EF contribue à une augmentation du volume d'éjection systolique, c'est la quantité de sang que le cœur éjecte à chaque battement, une amélioration du débit cardiaque, une meilleure perfusion musculaire. Bref, l'endurance fondamentale muscle le cœur, ce qui concrètement fait que la fréquence cardiaque sera plus basse à une allure donnée et qu'on aura une meilleure tolérance aux efforts prolongés. Par ces adaptations musculaires et cardio-respiratoires, l'endurance fondamentale rend l'organisme bien plus efficient et beaucoup moins énergivore. L'endurance fondamentale améliore donc un des facteurs de la performance qui a d'autant plus d'importance que la distance est longue, c'est l'économie de course. L'économie de course qui est améliorée par les adaptations physiologiques comme on vient de les voir, mais aussi par la biomécanique et la technique de course. Et pour cela, il faut courir longtemps. Des entraînements en endurance fondamentale pourraient durer 75, 90, voire 120 minutes, 2 heures. Et j'ouvre juste une parenthèse à ce sujet, mais là, c'est uniquement mon point de vue. Je pense que sur ces longs entraînements d'endurance fondamentale, qu'on peut voir presque comme des séances à part entière, parce que en ce qui me concerne, courir entre 1h30 et 2h à 4 au kill, ça génère quand même une charge importante. Je pense qu'il est judicieux de porter des chaussures similaires à celles qu'on aura le jour de la course. Et là, je parle surtout pour les courses de fond où l'économie de course est primordiale et l'impact musculaire important, par exemple pour les marathoniens. Pour plusieurs raisons, je m'explique. Les super shoes nous feront peut-être aller quelques secondes plus vite sur la séance, mais on s'en fout car en endurance fondamentale, on a vu qu'on n'était pas à 5 ou 10 secondes près au kilo. Tant qu'on reste en dessous du SV1, l'allure précise, on s'en fout un peu, tant que le cardio est bon. On développe ainsi une bonne technique de course avec le matériel qu'on aura le jour de la course. Moi, je pense que c'est important. Et aussi, les super shoes permettent quand même de mieux tolérer les impacts, car si on court 1h30, voire 2 heures, même si les allures ne sont pas très élevées, ça crée quand même une charge mécanique importante sur l'appareil locomoteur. Et avec toutes les fractures de fatigue qu'on voit, autant ménager un peu ses os, je sais de quoi je parle. Mais bon, ce dernier point, il n'engage que moi et je sais qu'à l'inverse, certains préfèrent réserver leurs chaussures de course aux séances d'allure stricte. Et ça s'entend aussi. Mais vous avez mon avis, vous en faites ce que vous voulez. En troisième et dernière partie, on va voir où situer l'endurance fondamentale dans le modèle actuel, à 5 zones, même si on en a déjà parlé avant. L'endurance fondamentale correspond à la zone 2. Les 2 premières zones appartenant à la catégorie des basses intensités et doivent représenter environ 80% du volume global d'entraînement chez les coureurs de fond, donc par exemple chez les marathoniens. Donc les zones 5 sont de l'intensité la plus faible à la plus élevée. La zone 1 ou la zone de récupération active, ce qu'on appelle souvent les footings lents, les footings de récup. La zone 2 ou endurance fondamentale, c'est le sujet du jour qui correspond à environ 65 à 75% de la fréquence cardiaque max. Au-delà, on entre dans la zone 3, entre les 2 seuils, où se situe quelque part dans cette fenêtre le fameux tempo. Ensuite, la zone 4, au-delà du SV2. Là aussi, il y a une confusion des termes. Certains parlent de seuil lorsqu'ils parlent précisément de SV2, mais on parle aussi de VO2 lorsqu'on s'entraîne au-delà du SV2, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Puis, il y a la zone 5, en haut de la pyramide qui correspond au travail en puissance. Mais nous, ce que nous devons retenir, c'est que l'endurance fondamentale, c'est la zone 2. Donc, par définition, elle est comprise entre la zone 1 et la zone 3.
Et donc, il ne faut pas aller trop lentement, sinon on est dans la zone 1, et ne pas courir trop vite, sinon on bascule dans la zone 3, au-delà du SV1. C'est ce qu'il faut retenir. L'endurance fondamentale se situe donc entre 65 et 75% de la fréquence cardiaque max, donc ça laisse une marge de manœuvre, et on n'est pas à 20 secondes près au kilomètre, c'est ce qui est bien. Et c'est important d'avoir un cardio-fréquence-mètre, car dans le doute, il vaut mieux être un peu trop lent qu'un peu trop rapide et passer au-delà du SV1. Donc ce que je vous conseille, c'est de rester en bas de la zone d'endurance fondamentale les jours où vous n'êtes pas en forme et d'essayer d'être à ras du SV1 quand vous êtes dans des prépas marathons ou dans le cadre d'objectifs importants et que vous voulez avoir un effet sur votre système aérobie. Car plus vous allez être proche de ce SV1, plus l'entraînement va pousser ce SV1 et va améliorer votre capacité aérobie. Mais ça implique qu'il faut connaître ces valeurs de seuil et avoir un cardio fiable, donc pas par l'optique au poignet. Courir très lentement en zone 1 sert dans certains cas pour la récupération active ou pour faire du volume très facile. Moi, typiquement, ce matin, j'ai fait un footing de récup. J'ai fait 5 km sans regarder la montre, mais je crois que j'étais à 5,22 de moyenne. J'ai dû commencer vers 6 au kill et peut-être les 500 ou 1000 premiers mètres pour finir en 5,20 ou 5,15, mais sans regarder la montre. Je suis bien, je suis dans la zone 1, donc je ne suis même pas en endurance fondamentale. Je n'ai pas perdu une goutte de sueur et j'aurais presque pu aller travailler sans me doucher. Donc c'est ça c'est la zone 1, c'est les footings de récupération active. On n'a pas les effets qu'on voudrait avoir en endurance fondamentale. Donc c'est là qu'il ne faut pas confondre les deux. L'erreur avec l'endurance fondamentale est soit de courir trop lentement et d'être dans la zone 1 de récupération active, soit de courir trop vite et de dépasser le SV1 et de commencer à produire trop de lactate, surtout ce qu'on ne veut pas. Pour les débutants, je vous conseille juste de courir, de ne pas rentrer dans des calculs savants avec le pourcentage de la VMA ou de la fréquence cardiaque, parce que déjà vous ne connaissez pas votre VMA, et même si vous faites un test VMA que vous n'êtes pas du tout entraîné, elle va très vite évoluer, donc au bout d'un moment, le pourcentage ne va plus correspondre à rien. La fréquence cardiaque max, généralement, vous ne la connaissez pas non plus. Et l'optique de la montre n'est pas fiable du tout, donc ça n'a aucun intérêt selon moi. Donc courez à la sensation, vous devez être capable de tenir une discussion, mais ça ne doit pas être de la promenade non plus. Soyez régulier, ne vous prenez pas la tête avec les calculs complexes, avec les allures. Courez, ça suffira pour progresser. Vous n'allez pas vous mettre dans le rouge systématiquement à chaque fois. L'humain se bride, donc forcément, vous allez balayer cette endurance fondamentale. Une fille que je coach, qui suivait un plan d'une célèbre structure de coaching en ligne, était venue me voir parce qu'elle ne progressait pas. C'était une coureuse loisir, mais sérieuse, régulière, avec un niveau très correct. Et quand je voyais ses footings, je ne comprenais pas. Elle courait à 7 au kill, des fois même plus lent. Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, elle me disait que c'était le calcul de l'appli de coaching précédent qui lui avait dit de courir à cette allure-là. Mais à 7 au kill, elle était même très loin de son allure 10 km. Elle ne pouvait pas progresser. Autant faire de la marche rapide, on ne va pas se blesser. Mais des fois, je dis ça parce qu'il faut toujours se méfier de ces calculs qui vous donnent une allure très approximative et souvent trop lente, bizarrement. Pour les coureurs de bon niveau, moi, je vous conseille, c'est mon côté scientifique, je vous conseille de faire un test d'effort pour avoir vos seuils et pour pouvoir calibrer un minimum vos sorties en EF. Et après, d'ailleurs, tous vos entraînements entre les seuils. Mais moi, je vous conseille de le faire. Je trouve que c'est un bon moyen. Après, il y a des gens qui s'intéressent à ça, il y a des gens qui aiment s'entraîner à la sensation, je le conçois aussi. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Le problème avec l'endurance fondamentale, il est à la fois sémantique, car on parle de footing à la fois pour la récupération active et pour l'endurance fondamentale, et il est aussi scientifique, car on connaît mal la zone correspondant à l'endurance fondamentale si on n'a pas un minimum de données disponibles. Mais avec l'expérience, les entraîneurs savent, en fonction des chronos des uns des autres sur telle ou telle distance, ils savent que le SV1 est proche de 4 au kill, proche de 3,40 au kill, ils le savent ça. Donc, ils peuvent le faire, mais nous, c'est toujours dur de s'estimer soi-même, d'estimer son propre niveau. Et c'est là que pour moi, un test en labo, c'est intéressant. Avec plusieurs années de recul, moi, ce que je pense aujourd'hui des footings et de l'allure footing, c'est qu'il est bien de balayer tout le spectre des allures en dessous du SV1. Comme quand on parle de seuil, aujourd'hui, on balaye toutes les allures, c'est ce qu'on fait notamment avec le double seuil, entre le SV1 et le SV2. Et bien moi, je pense que pour la basse intensité, les footings en zone 1, zone 2
donc récupération active et endurance fondamentale, il ne faut pas hésiter à varier les allures. Par exemple, moi je peux faire des footings qui sont quand j'ai la flemme ou que je ne suis pas en forme ou que je me lève à 6h du matin et que je suis debout depuis 10 minutes. Il m'arrive de faire des footings quasiment à 6 au kill. Comme je peux faire une endurance fondamentale en prépa marathon à 4 au kill, voire même un peu plus rapide des fois. Mais je reste dans la bonne zone, je suis sous la fréquence cardiaque qui me fait basculer en SV1 et je reste en basse intensité. Mais il m'arrive aussi de faire des footings des fois à 4,40 au kill parce que je me sens bien, que j'écoute de la musique, des fois à 5,30 au kill, je ne sais pas pourquoi, ou 5,0 ou 5,45 parce que je ne regarde pas la montre, je m'en fous. Mais j'essaie de me servir du terrain souvent pour balayer un peu toutes ces allures, même en footing justement, pas faire que du plat, essayer de vallonner un minimum. Et tout cela fait donc partie de la basse intensité parce que je me limite, le seul truc que je vais regarder c'est la fréquence cardiaque, je vais essayer de ne pas dépasser les 140 BPM. Et je pense que cette variation est bien comparativement à des gens qui font toujours le même parcours, toujours à la même allure, toujours le même temps. Souvent les gens en plus se fixent 1 heure de footing à 5 ou 5,30 au kill, ils ne savent pas trop pourquoi, mais juste parce que c'est un chiffre rond, mais ça ne repose sur rien, sinon une simple habitude. Ils font toujours la même chose comme des robots lorsqu'ils ont un footing à faire. Mais le corps ne crée plus aucune adaptation, il s'accoutume. Et puis on sait que les mêmes contraintes répétées comme ça peuvent être à l'origine de pathologies comme les syndromes d'essuie-glace par exemple. Ça on le sait, donc il ne faut pas hésiter à varier de terrain. Si on n'a pas trop le choix, qu'on fait une boucle, essayer de changer le sens de la boucle, etc. Et varier un peu les allures aussi. Et en plus, on n'a pas le même état de forme d'un jour à l'autre ou d'une prépa à l'autre. Donc il est normal que les allures ne soient pas toujours les mêmes. Ce qui compte, ce n'est pas le chiffre sur Strava, c'est les effets de l'entraînement. Et les effets de l'entraînement ne sont pas les mêmes en fonction de la période et de la saison. Moi, je suis toujours surpris, par exemple, quand je fais du coaching privé avec des coureurs très amateurs qui, quand on commence à partir ensemble sur l'échauffement, ils s'échauffent plus vite que moi. Mais par contre, ils ont très peu d'amplitude dans les allures. C'est-à-dire que leurs fractions en séance vont pas être très rapides, mais par contre, leur échauffement et leur retour au calme sont hyper rapides par rapport à moi. Je pense que c'est une erreur, ça, qu'il faut pas hésiter à ce qu'il y ait une amplitude dans les allures. Pour conclure, l'erreur fondamentale de la part des coureurs sur l'endurance fondamentale est de confondre zone 1 et zone 2, et donc footing de récupération active et endurance fondamentale, dont le but n'est pas de faire du volume gratuit comme on dit, mais de développer des qualités aérobies en agissant indirectement sur le SV1. Donc l'endurance fondamentale, comme je vous le disais, a pour but de repousser le SV1. Quand j'avais fait mon dernier test VO2 à Lyon, le physio me disait bien que le SV1, il se pousse. Donc faut courir le plus proche possible du SV1, mais en dessous, pour repousser ce SV1. Donc attention, l'endurance fondamentale, c'est pas l'allure la plus lente possible, c'est une allure qui, par définition, est sous le SV1, et si elle peut être le plus rapide possible tout en restant sous le SV1, c'est là qu'elle est le plus efficace. C'est toujours un peu le problème avec les slogans pédagogiques, c'est que leur sens est réinterprété à l'extrême. Et le fameux « courir lentement pour courir vite », qui signifiait juste que l'entraînement en basse intensité était important, à la base c'était intéressant, a été interprété par certains que pour courir un marathon, il fallait faire des footings en 8 au kill. Mais ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. La recommandation de santé qui dit de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé ne signifie pas qu'il faut supprimer catégoriquement les lipides, les glucides et le sel de notre alimentation. Il faut prendre un peu de hauteur sur tous ces slogans. Voilà, j'ai essayé de structurer un peu ce topo. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris des trucs. Si jamais d'autres sujets de ce genre pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me le faire savoir et peut-être que j'en ferai d'autres. Mais voilà, j'ai choisi de faire ce topo sur l'endurance fondamentale parce que je lisais des choses aberrantes et je voyais que les gens ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé que je ferais ce topo, beaucoup de coureurs m'ont écrit, m'ont dit « Ouais, c'est vrai que et des très bons coureurs m'ont dit que c'est vrai qu'au final, je ne sais pas définir l'endurance fondamentale, je ne sais pas de quoi il s'agit. » Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop brouillon pour un premier format de ce type. Et je vous dis à bientôt sur Born Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode.
À bientôt sur Born Podcast.